dans les semaines et les mois qui vont venir, la quasi-totalité des échanges sur la planète va être très très ralentie, sinon en partie interrompue. Hein, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que la pandémie aujourd'hui bloque la production dans l'économie réelle. Et donc, si dans une entreprise, par exemple, vous avez 30% des salariés qui ne peuvent plus travailler, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ne veulent pas aller prendre le risque de contracter le virus en allant travailler, alors c'est pas 30% de production en moins, c'est la totalité de l'entreprise qui est obligée de s'arrêter. Si cette entreprise est elle-même insérée dans une chaîne de valeur internationale et qu'elle n'a pas de substitut, comme c'est souvent le cas malheureusement, donc on a supprimé toutes les redondances pour maximiser le profit et construire des chaînes à flux tendu, alors c'est la totalité de la chaîne qui est obligée de s'interrompre. Donc il n'est pas clair du tout que dans les mois qui viennent, la totalité des chaînes d'approvisionnement réussissent à tenir un confinement qui devrait se prolonger. Et en tout cas, c'est certain que les échanges internationaux vont se ralentir beaucoup. Du coup, l'usage du pétrole va s'effondrer. Du coup, la valeur du pétrole sur les marchés, si on garde ces marchés ouverts, va s'effondrer également. Un certain nombre d'entreprises pétrolières sont déjà aujourd'hui à perte, donc elles sont très subventionnées, elles vont être tenues à bout de bras par les autorités publiques qui les soutiennent, mais enfin une grande partie d'entre elles probablement va se retrouver en grande difficulté dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent, et la sphère financière elle-même est très tributaire des actifs pétroliers. Ça, c'est un point qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la révolution industrielle s'est faite au cours des 2 derniers siècles grâce à des prêts bancaires. Une bonne partie de ces créances aujourd'hui sont des actifs qui sont encore dans les bilans des banques. Donc beaucoup de nos banques, les grandes banques, les anciennes banques, possèdent dans leur bilan des milliards d'actifs qui sont étroitement liés à l'industrie pétrolière. Si l'industrie pétrolière s'effondre, ces banques elles-mêmes voient leur bilan s'effondrer. La sphère financière le sait, et donc elle est très inquiète. Outre la panique des marchés aujourd'hui, il y a une raison fondamentale qui est si l'économie réelle s'effondre, le pétrole s'effondre. Si le pétrole s'effondre, la finance s'effondre. Vous dites qu'il y a 2 chances sur 3 pour que l'on revive la crise de 2008. En pire? Alors ça, c'est ce que je disais il y a 10 jours déjà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 2 chances sur 3. C'est à peu près sûr qu'on va avoir un crack. La question qui se pose plutôt aujourd'hui, à mon avis, c'est de limiter la casse financière. Beaucoup de professionnels des marchés financiers demandent une fermeture des bourses. Je pense qu'ils ont raison. Donc, vous avez peut-être vu qu'en France, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, à juste titre, vient d'interdire les ventes à découvert. En gros, vient d'interdire de prendre des positions qui permettraient de gagner de l'argent grâce à la baisse des cours, donc de spéculer à la baisse. Je pense que l'étape prochaine, c'est de fermer les marchés. Évidemment, ça pénaliserait ceux qui, depuis des mois, ont pris des positions à la baisse, donc ont parié sur la baisse. Mais vous savez bien, enfin, on sait bien en vérité que les marchés financiers sont tout sauf efficients. Même l'économie la plus orthodoxe, l'économie néoclassique, reconnaît que les marchés financiers, parce qu'ils sont incomplets, c'est-à-dire incapables d'offrir des couvertures à tous les acteurs financiers pour tous les risques, du coup, les marchés financiers sont intrinsèquement très inefficaces. Donc le mieux aujourd'hui, c'est de les fermer. Mais peut-on fermer toutes les bourses mondiales? Ça paraît à la fois évident, ce serait la logique même, et en même temps impossible, puisqu'on ne le fait jamais. Alors c'est pas parce qu'on l'a jamais fait qu'on ne peut pas le faire. Hein. On n'a jamais eu de pandémie de cette nature non plus. Donc il faut bien, face à un événement extraordinaire, avoir recours à des réponses extraordinaires. Je pense que la question, c'est plutôt une question de coordination. Probablement, l'initiative viendra des États-Unis. À partir du moment où les États-Unis se résoudront eux-mêmes à fermer leurs marchés financiers, la totalité de la planète suivra, j'imagine, sauf peut-être quelques marchés en Asie qui sont moins directement concernés. Et encore, je suis pas sûr. Vous dites qu'on n'a jamais connu une pandémie comme celle-ci. On a connu la grippe espagnole. Plus récemment, Daniel Schneiderman, dans le Libération aujourd'hui, rappelle que nous avons eu la grippe de Hong Kong qui a fait 40 000 morts en France en 1969 et 1 million dans le monde, et tout le monde l'a oublié. Comment se fait-il qu'on oublie si vite des choses pareilles? Ah, alors donc il y a 2 questions dans votre question. Hein. La première, c'est comment se fait-il qu'on oublie? La deuxième, c'est est-ce que cet événement-ci est vraiment unique dans l'histoire? Comment se fait-il qu'on oublie si vite? Ça, c'est voilà, disons un défaut de la nature humaine qui est qu'à partir du moment où on pense avoir résolu le problème, on n'anticipe pas le fait qu'il puisse revenir. Mais si vous voulez, il y a bien pire encore. Hein, pour donner un exemple d'amnésie collective, en particulier de l'Occident. Vous savez qu'il y a un historien américain, Mike Davis, qui a montré dans un livre terrible qui s'appelle Génocides tropicaux en français, qu'en 1890, il y a eu un effet El Niño, c'est un phénomène climatique sur l'océan Pacifique, qui aujourd'hui se répète de manière de plus en plus fréquente à cause du réchauffement climatique. Ce phénomène El Niño a provoqué des épidémies, des sécheresses terribles
et des inondations au Brésil, en Afrique, en Inde, en Chine, et aurait provoqué in fine 50 millions de morts. Parce que les administrations coloniales de ces pays-là, à l'époque, ont traité le sujet par-dessus la jambe et ne s'en sont pas préoccupés. Or, aujourd'hui, personne n'est au courant de cette catastrophe-là, qui est une catastrophe humanitaire majeure, aussi grave que la Première Guerre mondiale. Donc, non seulement on est capable de provoquer des catastrophes, mais en plus de les oublier, vous avez raison. Donc là, il s'agira bien, à l'issue de cette crise-ci, de ne pas céder à notre amnésie spontanée et de tirer toutes les leçons de la crise actuelle, ça c'est certain. Après, est-ce que cet événement est unique? Il y a bien eu, évidemment, il y a eu des épidémies précédemment, mais qui ne se sont jamais, à ma connaissance, répandues aussi rapidement. Le SARS avait mis 1 an avant d'arriver de la Chine en Europe, le Covid-19 a mis 3 mois. Et ça, c'est lié bien évidemment à l'extension de la globalisation marchande. C'est-à-dire qu'on échange beaucoup plus aujourd'hui qu'en 2002, et on échange encore beaucoup plus que dans les années 70. Et donc, il y a une diffusion de la pandémie qui est bien plus rapide aujourd'hui que ça n'a jamais été le cas dans l'histoire. Les banques centrales, que devraient-elles faire d'après vous, Gaël Giraud? Alors les banques centrales ont réagi assez fortement, elles ont réagi avec la panoplie des moyens qui sont à leur disposition, qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on avait utilisés en 2008. Donc elles ont raison, les ordres de grandeur sont les bons, c'est quelque chose de l'ordre du millier de milliards d'euros pour l'instant. Moi j'insisterai sur le point suivant, c'est que renflouer le secteur bancaire aujourd'hui n'est plus la priorité. La grande différence entre 2020 et 2008, c'est qu'en 2020, c'est l'économie réelle qui est grippée. C'est-à-dire que la crise économique que nous traversons maintenant, c'est à la fois un effondrement de la demande, parce que même ceux qui ont du cash ne peuvent pas le dépenser puisqu'ils sont confinés chez eux, et un effondrement de l'offre, puisque beaucoup de salariés ne peuvent pas aller travailler. Donc c'est quelque chose d'inédit et qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 2008. Renflouer les banques est nécessaire, mais insuffisant, parce que, vous l'avez sûrement remarqué, les banques ne permettent pas d'immuniser les humains contre un virus. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est verser de l'argent dans l'économie réelle. Il faut s'assurer que l'argent arrive bien dans l'économie réelle. Or, on sait que le quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif monétaire, qui avait été mis en place après 2008 par la Banque centrale européenne, ou bien dans sa version américaine par la Fed, ou encore par la Banque d'Angleterre, ces tombereaux de liquidités qu'on a injectés dans les marchés financiers, pardon, dans le secteur bancaire, n'a pas irrigué l'économie réelle, mais les marchés financiers, et a alimenté la bulle spéculative qui est en train d'éclater aujourd'hui. Donc il ne faut pas répéter cette erreur, il faut absolument que les banques centrales injectent des milliards en liquidités, mais pas dans la sphère bancaire, mais bien dans l'économie réelle. Alors comment faire? Ça, c'est la grande question de ce qu'on a appelé le quantitative easing for people, hein, c'est-à-dire faire du quantitative easing, créer de la monnaie, mais pour les gens, de la vie réelle, qui aujourd'hui sont confinés chez eux, et pas pour les banques. Comment fait-on? Par exemple, on pourrait très bien, la BCE pourrait très bien injecter des centaines de milliards en France dans la BPI pour permettre à la BPI d'accorder les prêts nécessaires ou de faire des dons carrément, à la fois aux PME et aux ménages qui, pour les premiers vont se retrouver en faillite dans les jours qui viennent, et pour les ménages, une bonne partie d'entre eux vont se retrouver au chômage. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire du quantitative easing pour l'économie réelle. On voit bien que pour le gouvernement, le plus important, c'est que l'économie ne soit pas totalement à l'arrêt. Vous le comprenez? Oui, je le comprends bien. Dans le même temps, il me semble que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est pas tellement celle-ci, malheureusement, c'est la priorité sanitaire. C'est-à-dire que l'hôpital public en France a subi depuis des années, on le sait bien maintenant, des réductions de budget public draconiennes. On voit aujourd'hui que l'austérité budgétaire, ça tue, tout simplement. Donc s'il y a des Françaises et des Français qui meurent aujourd'hui, c'est aussi et d'abord parce que l'hôpital public n'a plus les moyens de travailler correctement depuis des années. Ça, c'est le premier point. Et donc, à mon avis, l'urgence des urgences aujourd'hui, c'est un investissement public massif, de manière à permettre à l'hôpital de limiter la casse, un achat massif de machines à ventiler, de matériel médical pour permettre de sauver des vies maintenant, pas dans 6 mois, maintenant. Là, il me semble que c'est la priorité des priorités. La deuxième, c'est de permettre aux Françaises et aux Français de sortir du confinement. Le confinement comme tel ne résout pas le problème. Le confinement permet juste, à partir du moment où on a raté le coche initial qui était le dépistage systématique, ce qu'a fait la Corée du Sud, ce qu'a fait Taïwan, ce que nous aurions dû faire, à partir du moment où nous ne l'avons pas fait sérieusement, nous avons laissé le virus se répandre dans la population. Lorsque les autorités publiques se sont réveillées, c'était trop tard. Donc à ce moment-là, la seule option viable, c'était le confinement, ce que nous avons fait, et nous avons fait également trop tard. Maintenant, le confinement lui-même ne stoppe pas l'épidémie. C'est-à-dire que si demain matin, tout le monde ressort
de son domicile, ça recommence. C'est-à-dire que l'épidémie reprend de plus belle, avec en plus un système hospitalier qui est déjà à genoux. Donc la question, c'est à partir du moment où on va sortir du confinement, pratiquer le dépistage le plus systématique possible pour faire ce qu'on aurait dû faire au tout début. La stratégie sud-coréenne ou la stratégie taïwanaise qui ont réussi pour l'instant à refouler la pandémie sans confinement. Donc ça veut dire que la durée du confinement, parce que c'est une question que beaucoup d'entre nous se posent, la durée du confinement, elle est liée essentiellement à notre capacité à faire des tests. Donc les deux facteurs limitants, ce sont deux enzymes qu'il faut produire à toute vitesse pour pouvoir faire des tests en masse, faire des millions de tests. Une fois qu'on aura produit ces enzymes, il y a un laboratoire en France qui est capable de le faire, un laboratoire français en France qui est capable de le faire, alors il faudra s'organiser de manière à faire du dépistage systématique, de manière que les Français puissent sortir de l'enfermement. Si on ne fait pas ça, soit on reste confiné et on attend qu'il y ait une immunisation collective à l'intérieur du confinement, ce qui semble devenir la stratégie d'un certain nombre de zones, par exemple aux États-Unis, mais des petits calculs de coin de table montrent que dans ce cas-là, on en a pour 6 mois de confinement. Je pense que c'est intenable, à la fois économiquement, financièrement, socialement, psychologiquement, pour la plupart d'entre nous. Donc il faut sortir bien avant, il faut sortir le plus vite possible du confinement, aussi pour permettre à l'économie de redémarrer. Mais la condition majeure pour sortir du confinement, c'est de pratiquer du dépistage. Ce que les médecins chinois ne cessent de répéter depuis le début, ce que l'OMS ne cesse de répéter également, mais nous n'avons pas écouté l'OMS, c'est-à-dire dépister de manière à ensuite remettre, non pas en quarantaine, mais en quatorzaine, pour 14 jours, les personnes qui sont positives, et puis permettre aux autres de retravailler, de mener une vie sociale normale. Voilà. Et puis évidemment, une distribution de masques massive à tous, de manière à limiter la diffusion du virus lorsque nous serons sortis. Et malheureusement, on en a pour au moins 1 an de bagarre avec ce virus sur la totalité de la planète. Il y a un rapport de l'administration américaine qui fait état de probablement 18 mois. Donc ça veut dire qu'il y aura des deuxièmes vagues. Il faudra probablement reconfiner certaines parties de la population. Mais voilà, ça va être notre quotidien pendant 1 an et demi. Le plus urgent, à mon avis, pour l'instant, étant de sauver des vies dans les hôpitaux et de préparer la sortie la plus rapide possible du confinement via le dépistage systématique. Mais le dépistage systématique, la distribution de masques, de gel, si la France n'a pas choisi cette option, c'est parce qu'elle ne les avait tout simplement pas à sa disposition, ne croyez-vous pas ? Oui, elle les avait pas à sa disposition, ce qui est une énorme erreur. C'est-à-dire que le retrait de l'argent public qui a fait qu'on n'a plus produit de masques, alors que il y a encore quelques années, on était capable de produire des millions de masques. Donc là, c'est le résultat de politiques publiques, disons, de démantèlement du service public, une certaine idéologie qui veut que depuis une quarantaine d'années, moins on a d'État, mieux on se porte. Je crois que ce dont on fait l'expérience aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de capitalisme, en tout cas possible, sans un service public extrêmement puissant. Puisque si aujourd'hui on n'est pas capable de soigner les gens qui sont malades, aucune entreprise ne peut fonctionner, aucune chaîne de production ne peut fonctionner. Donc voilà, maintenant la France a pris l'option, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, de ne pas pratiquer le dépistage systématique. Je pense qu'elle est en train de comprendre que c'est une énorme erreur, que le seul moyen de lutter contre la pandémie, c'est de faire du dépistage systématique. Tous les experts épidémiologues le répètent, l'OMS le répète, les Chinois le répètent, et nous allons devoir nous y mettre. Il y aura une conversion déchirante de certaines convictions très fortes aujourd'hui de la part des autorités publiques, mais elles vont s'y mettre. C'est inévitable. Sinon, nous ne pourrons pas sortir du confinement avant 6 mois, ce qui est impossible. L'Italie a réduit le budget, son budget santé de plusieurs dizaines de milliards depuis quelques décennies, ce qui a causé, il y a 70 000 lits en moins, je crois. La France, on connaît la situation, elle avait il y a 30 ans un service santé qui faisait l'envie du monde entier, ça n'a plus l'air d'être le cas aujourd'hui. Les pays d'Asie du Sud-Est qui s'en sortent mieux que nous, vous avez cité la Corée du Sud, on parle de Taïwan, de Singapour, ils ont eux-mêmes un véritable budget de santé? Oui, alors ils ont une part du budget santé dans le PIB qui est nettement supérieure à la nôtre, mais ce sont des pays, c'est ça qu'il faut comprendre, ce sont des pays d'abord qui ont dû faire face aux 2 épidémies précédentes de coronavirus et qui se sont prémunis, donc qui savaient très bien qu'il y en aurait une 3e et qui ont anticipé, qui se sont organisés, qui étaient prêts au moment où la pandémie a éclaté, premièrement, et ce sont deuxièmement des pays qui n'ont jamais cru à l'idéologie du moins d'État, moins il y a d'État, mieux on se porte.
et donc qui ont gardé un service public extrêmement puissant, et d'ailleurs une interaction, une symbiose très forte entre le tissu industriel de ces pays et le service public, et donc qui ont un service hospitalier bien plus, disons, performant que le nôtre, ça c'est clair. Et j'espère que nous allons en tirer toutes les conséquences après la crise et que nous allons mettre les moyens nécessaires pour reconstruire un service hospitalier, un service sanitaire global, puisque, et c'est important aussi de le signaler, il n'y a pas que l'hôpital. L'hôpital, c'est ce qui arrive en bout de chaîne. Ce qui est fondamental également, c'est le médecin généraliste, qui est le premier interlocuteur de la personne qui est malade et qui est capable de l'orienter vers l'ensemble du système sanitaire. Et là aussi, il y a une reconstruction, à mon avis, du système médical à mettre en œuvre. C'est-à-dire que depuis des années, nous avons eu tendance à minorer le rôle du médecin généraliste et à privilégier celui des hyper spécialistes. J'espère qu'on est en train de redécouvrir que le médecin généraliste est fondamental. C'est lui qui aujourd'hui, lorsqu'il fait bien son travail, permet de désengorger les urgences en évitant d'envoyer aux urgences ceux qui n'ont pas fondamentalement besoin d'y aller. Voilà. C'est tout ça qu'il va falloir repenser une fois qu'on sera sorti du confinement, c'est-à-dire j'espère le plus tôt possible, de manière à reconstruire un service sanitaire digne de celui qui était le nôtre il y a 30 ans. Le collectif budgétaire d'urgence en France tablait sur un confinement d'un mois et sur une rapide reprise de l'activité économique. Est-ce que ça vous semble encore d'actualité ? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Ça dépend de la vitesse à laquelle nous nous mettons en ordre de marche pour pouvoir produire des tests. Si dans un mois, on est capable de faire du dépistage systématique de toutes les personnes qui sortent de chez elles, oui, il faudra sortir du confinement, ce sera très bien. Est-ce qu'on en est capable dans un mois? J'en sais rien du tout. Ça, c'est aux laboratoires qui sont aujourd'hui en train de produire des enzymes nécessaires pour faire ces tests d'apporter la réponse. Mais ce que je souhaite, évidemment, c'est que le confinement soit le plus bref possible. Je crois que tout le monde le souhaite. Mais est-ce qu'une reprise économique rapide est concevable? La Chine, par exemple, là, on s'aperçoit que c'est assez lent, hein. Ah oui, non, je ne crois pas du tout au scénario en V, hein, ceux qui ont évoqué le scénario en V, qui ont dit il faut préparer la reprise, le rebond, la relance, que sais-je, continuent de réfléchir avec le rétroviseur de la crise de 2008. Hein. Je ne crois pas du tout à un rebond, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où un certain nombre de secteurs industriels et commerciaux se sont mis à l'arrêt, ils ne vont pas pouvoir redémarrer comme ça. C'est-à-dire que les entreprises qui se sont mises à l'arrêt, pour une partie d'entre elles, vont être en faillite dans les jours ou les semaines qui viennent. Et les salariés qui travaillaient pour elles ne retrouveront pas d'emploi. Donc, je ne crois pas du tout qu'il faille rêver d'un scénario de rebond et de reprise. Voilà. Ce qu'il faut absolument mettre en œuvre aujourd'hui, c'est donc les conditions d'une sortie responsable du confinement, donc je l'ai dit, et ensuite la possibilité pour l'État de créer les emplois qui ne seront plus disponibles à la sortie du confinement. Donc tout dépend des finances publiques. Oui, des emplois publics. Alors ça ne veut pas dire, je sais bien que quand on dit ça, c'est souvent interprété, l'État comme employeur en dernier ressort, comme une espèce de, ça évoque un imaginaire, disons, totalitaire d'étatisation de la société, tout le monde serait fonctionnaire, c'est pas du tout le sujet, hein. Le sujet, c'est parce que l'État aujourd'hui, malheureusement, n'a pas non plus une énorme compétence et expérience industrielle, hein, mais le sujet, c'est qu'il puisse permettre à tout le monde, tous ceux qui sortiront du confinement et qui auront perdu leur emploi, d'en retrouver un, et de préférence, évidemment, dans le cadre d'un grand programme de reconstruction écologique de l'économie française. C'est-à-dire que je crois que la leçon qu'on peut tirer de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la manière dont nous avons organisé la globalisation marchande sur cette planète, avec des chaînes de valeur internationales à flux tendu, nous rend extrêmement fragiles et vulnérables. Les prochaines pandémies vont recasser ça de nouveau si on recommence. Or, il y aura d'autres pandémies. Le Covid-19 n'est absolument pas une espèce de hapax. Il y aura d'autres coronavirus. Il y aura d'autres pandémies provoquées par le réchauffement climatique. On le sait depuis des années. Hein, la Banque mondiale prévient. Le réchauffement climatique va multiplier notamment les pandémies tropicales qui remontent de l'équateur vers les pôles, le pôle nord chez nous et le pôle sud dans l'hémisphère sud. Donc, on sait déjà qu'il y aura une floraison malheureusement de pandémies dans les années et les décennies qui viennent. Donc, à mon sens, il serait suicidaire de reconstruire les chaînes de valeur internationales que nous avons construites au cours de la globalisation des 30 dernières années. Donc, ça veut dire qu'il faut relocaliser la production industrielle, relocaliser en France pour les Français ou en Europe, disons, la production industrielle. Et il faut évidemment en profiter pour faire une relocalisation qui s'accompagne d'une réindustrialisation verte de notre économie. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a un lien, à mon avis, très puissant et très important entre la crise écologique et cette pandémie. Il y a un lien, disons, immédiat, évident, qui est
une partie de la crise écologique, c'est la destruction de la biodiversité. Or, la destruction de la biodiversité nous met en contact d'animaux qui sont porteurs de virus face auxquels nous n'avons aucune immunité. Autrement dit, par exemple, la déforestation joue exactement le même rôle que les marchés d'animaux sauvages dans le Wuhan. Les marchés d'animaux sauvages dans le Wuhan nous mettent en contact de chair d'animaux qui sont porteurs de virus, comme le coronavirus, face auxquels nous n'avons pas d'immunité. La déforestation fait exactement le même processus, et plus globalement, la destruction de la biodiversité. Mais plus généralement, il y a disons, une racine unique, commune, profonde entre la crise écologique d'un côté et la pandémie actuelle de l'autre, qui est que la crise écologique est liée au fait que nous sommes devenus l'espèce vivante dominante. Nous sommes capables de briser toutes les chaînes de reproduction de toutes les espèces vivantes, depuis les poissons jusqu'aux oiseaux, en passant par les insectes, etc. Et puis, en fait, cette pandémie, ce qu'elle montre, c'est que nous sommes aussi l'espèce vivante dominante parce que nous sommes le meilleur véhicule pour un pathogène. Quel est le meilleur véhicule de transmission pour un pathogène, sinon l'espèce qui domine la totalité de la planète? C'est beaucoup plus utile, en termes évolutifs, pour un pathogène d'utiliser le véhicule humain plutôt que le renne arctique qui est en train de disparaître à cause du réchauffement. Donc vous voyez que c'est la même source, la même origine, c'est la même racine qui à la fois conditionne la crise écologique d'un côté et cette pandémie de l'autre. Ce dont nous allons avoir à faire l'apprentissage dans les années et les décennies qui viennent, c'est comment être l'espèce dominante sans tout casser, d'un côté de l'écologie, et sans nous exposer à des pandémies de ce type de l'autre côté. On parle, ce sera ma dernière question, Gaël Giraud, on parle beaucoup du retour de l'État-providence, mais on assiste aussi au renforcement de l'État autoritaire et de son aspect policier. Au lieu de parler des masques qui manquent, des tests que nous n'avons pas à disposition et que nous ne pouvons pas faire, on parle essentiellement des gens qui sortent la nuit et qu'il faut verbaliser, éventuellement des couvre-feux. On ne va pas du tout dans le sens que vous préconisez, on va plutôt vers un renforcement du confinement. Alors, je crois qu'il y a de nouveau deux aspects à votre question, qui est évidemment extrêmement légitime. Le retour de l'État-providence. De mon point de vue, si vous voulez, si vous pensez au graphe qui a circulé sur la totalité de la planète, qui a été mobilisé d'ailleurs par le président de la République, sur le thème, il faut lisser la courbe. Donc, vous avez d'un côté la courbe des cas d'infection, et puis de l'autre côté, vous avez une droite horizontale qui est le nombre de cas, disons, graves que le système hospitalier est capable de prendre en charge. Capacité de charge du système hospitalier. La plupart des gouvernements se sont dit on va essayer de lisser la courbe en dessous de la droite. Mais la question, c'est que cette droite, elle tombe pas du ciel. Donc, cette droite, elle est le résultat de politiques publiques d'abandon du système hospitalier, en France comme dans beaucoup d'autres pays, mais particulièrement en France. Et donc, à mon avis, un véritable retour de l'État-providence, ça voudrait dire le retour d'un État qui se soucierait d'abord et en premier de remonter la droite horizontale, de manière que la capacité de charge du système sanitaire français soit beaucoup plus élevée qu'elle n'est aujourd'hui. Ça, ce serait un État-providence. C'est pas ce qu'on observe aujourd'hui, en effet. Voilà. Et je le regrette, et je crois qu'il y a de nouveau une urgence, je le redis, qui est d'aider l'hôpital public aujourd'hui, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, qui sont des héros du quotidien en ce moment, à continuer à sauver des vies comme ils le font de manière extraordinaire aujourd'hui. Alors après, le retour de l'État autoritaire. Il y avait une rengaine qui précédait déjà la pandémie, que j'ai entendu dans beaucoup de salons parisiens, qui était et finalement la Chine, avec son régime autoritaire, elle est assez efficace, la démocratie nous fait perdre du temps, tout ça c'est assez inefficace. Bon. Ce qui se passe aujourd'hui risque, dans certaines têtes, un peu embrumées à mon avis, de les conforter dans cette idée. Je crois qu'il faut rappeler premièrement que la Chine est un régime totalitaire, qui ne saurait en aucun cas servir d'exemple pour les pays occidentaux. Il y a aujourd'hui 1 million de Ouïghours qui sont en camp de rééducation dans la République du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, simplement parce qu'ils sont turcophones et musulmans. C'est pas ça le modèle qu'il faut imiter. Par ailleurs, la Chine est à l'origine de la pandémie. Et les autorités publiques chinoises ont mis 1 mois à révéler l'existence de la pandémie, qu'elles ont dissimulé pendant 1 mois. C'est pas ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une politique de santé publique efficace, comme celle qui a été mise en œuvre en Corée du Sud et à Taïwan, qui sont 2 démocraties. Alors, que certains États aujourd'hui soient tentés de profiter du confinement pour mettre en place des mesures autoritaires, renier une fois de plus le droit du travail, le droit social, durcir encore le régime policier qui est le leur, c'est une tentation très forte. J'espère que nous aurons l'intelligence et la sagesse
d'y résister, parce que c'est pas un régime autoritaire qui nous sauvera de la prochaine pandémie. La Chine en est la preuve. Merci Gaël Giraud, merci de nous avoir accordé ce moment. Merci. Portez-vous bien et merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain.